OK, on va se lancer dans la visioconférence. Je tiens à vous dire que la visio va être enregistrée parce que quelques personnes voulaient assister à la visioconférence et ne pouvaient pas être là. Donc, je tenais quand même à vous dire là, que c'est enregistré. C'est surtout pour l'explication qu'on donne du formulaire. De la manière qu'on va fonctionner pour le webinaire, ce qu'on vous suggère comme meilleure façon de fonctionner, vous avez, quand vous passez la souris sur votre écran, il y a une petite barre en bas avec différentes options qui apparaît et vous avez une bulle chat. Et je vous invite vraiment, si vous avez des questions, on va y aller bloc par bloc, à inscrire les questions dans le chat parce que Maya, qui est là avec moi aujourd'hui, va pouvoir prendre toutes les questions et probablement qu'il risque d'avoir des questions similaires. Donc, au lieu de réentendre 8 fois la question, Maya va faire une synthèse des questions pour qu'on puisse répondre aux différentes questions que vous avez. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le chat pour les différentes questions. Puis, on va y aller bloc par bloc. Fait que j'explique le bloc, je passe toutes les lignes. Après ça, on va dans vos questions. Puis, après ça, on passe à l'autre bloc. Fait que donc, le chat, c'est vraiment l'idéal là, pour pouvoir intervenir pendant le webinaire. Et sinon, ben, on aura peut-être après la période de questions, si vous avez encore une question, on pourra faire une petite période de micro ouvert après ça pour tenter de répondre à l'ensemble de vos questions. En gros, dans le fond, le formulaire du 6 que vous avez reçu a quand même pas mal changé, contrairement aux dernières années. Le ministère est en travaux actuellement pour simplifier les démarches autour des organismes communautaires et on a été les regroupements nationaux comme la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, la CITROC, et la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, la TRPOCB. On a travaillé avec le ministère pour justement la mise à jour du formulaire pour le simplifier. Et un des gros travaux qu'on a fait, c'était vraiment la question que dans l'ancien formulaire, il y avait de la reddition de compte. Et donc, ce qu'on a travaillé, c'était vraiment s'assurer que ce formulaire-là ne serve qu'à la mise à jour de l'information et les informations sur le rehaussement. Donc, en gros, c'est pour ça que le formulaire a quand même pas mal changé. Et en même temps, qui est beaucoup moins long à remplir que les autres années. On a eu 2 questions par rapport à comment s'enregistre le formulaire sur l'ordinateur. Et ce qui est important, quand vous ouvrez le formulaire, vous l'avez reçu par courriel, c'est super important de ne pas ouvrir le formulaire dans le courriel, le remplir, puis après ça, l'enregistrer. C'est comme s'il reste dans les vapes du courriel. Donc, ce que vous faites, c'est vous ouvrez le formulaire, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et là, après ça, vous faites les modifications. Il ne faut vraiment pas rester dans l'ouverture liée au courriel. Sinon, on sait qu'il y a des groupes là, qui ont eu de la difficulté. Puis une fois qu'ils ont terminé leur formulaire, ils l'ont réouvert et il n'y avait plus rien dedans. Donc voilà, ça, c'est un petit bout important. On l'ouvre, on l'enregistre sur notre ordinateur et après ça, on complète le formulaire. Donc, page 1 de 6, c'est vraiment juste dans notre formulaire la présentation du formulaire. Et ce qu'on nous a dit, pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, avant, il y avait un formulaire long, un formulaire court. Maintenant, ça va être un seul formulaire. Ça va toujours être ce formulaire-là avec la convention PSOC. Plus de formulaire long, plus de formulaire court, juste un formulaire annuel de mise à jour d'informations puis demande de rehaussement. Si on passe au bloc 1, on s'en va à la page 2. Donc, on tombe dans la grille à compléter. En haut, vous avez le nom de l'organisme. N'oubliez pas d'inscrire le nom de l'organisme complètement en haut de la page. Ensuite de ça, on part dans le bloc 1.1. Puis là, vous voyez la note, veuillez cocher si les renseignements fournis sont différents ou nouveaux par rapport à la dernière demande de soutien. S'il y a des différences, vous cochez. S'il n'y a pas de différence, vous ne cochez pas. Mais en même temps, vous le complétez pareil, cette section-là. Même si vous cochez qu'il n'y a pas de différence, vous devez le remplir évidemment. Donc, les lignes sont assez simples à compléter. Nom de l'organisme selon les lettres patentes, parce que des fois, il y a des organismes qui ont une appellation plus courte là, dans le quotidien, mais inscrivez vraiment celui qui est sur vos lettres patentes. Votre numéro d'entreprise du Québec, le NEC.
le NEC, vous allez le trouver soit sur vos lettres patentes ou sur le registraire des entreprises du Québec. Et on m'a spécifié que parfois, les groupes mettaient le numéro de taxe soit les numéros de taxe ou les numéros qui sont sur les formulaires comme pour le relevé 1. Donc, faites juste attention de vraiment mettre le registraire des entreprises du Québec, là, ce numéro-là. Donc, ça, c'est une petite attrape à faire attention. Ensuite, votre adresse, municipalité, province, code postal, adresse électronique officielle de l'organisme pour la correspondance et la transmission des paiements. Dans le fond, à chaque versement, on reçoit un bordereau. Et là, c'est indiqué, il y a une petite note de bas de page. Le ministère et le CIS souhaitent avoir des courriels génériques, c'est-à-dire, par exemple, nous, notre courriel générique à la Troquel, c'est troquel@troquel.org. C'est le courriel qui ne va pas changer s'il y a du changement de personnel dans nos organismes. Pour pas qu'une année, ce soit Hugo@Troquel, puis là, un jour, Hugo, il n'est pas là, c'est Maya@Troquel et compagnie. Donc, faites juste attention, dans le fond, à avoir une adresse générique parce qu'ils vont si vous inscrivez un exemple Hugo@Troquel, ils vont vous renvoyer en disant que ça, c'est pas conforme. Ensuite, le téléphone, le poste, le site web, réseaux sociaux. Je vois l'effet que Facebook n'entre pas au complet. Vous n'avez pas besoin d'écrire facebook.com// et faites juste écrire, dans le fond, votre référent pour avoir accès à Facebook. Donc, ça risque de rentrer, de mieux rentrer dans le lien réseaux sociaux. Ensuite de ça, on tombe dans le nom de dirigeant principal. C'est soit la coordination, soit la coordination ou soit la direction ou les personnes qui sont en charge de l'organisme. Ensuite, téléphone pour rejoindre cette personne-là, son adresse électronique. Ensuite, nom de la présidence, téléphone, poste, adresse électronique, évidemment. Donc, pour ce bloc-là, est-ce que ça va? En même temps, celui-là, c'est quand même dans le plus simple. Ben, en fait, pour le Facebook, c'est sûr qu'il le demande. C'est sûr que le MES, le CIS peut y avoir accès. En même temps, le Facebook, c'est sûr que c'est le Facebook public comme votre site web, là. Donc, nous, de notre côté, c'est pas... Si vous avez des groupes, par exemple, pour votre CA, pour vos activités, tout ça, nous, on vous recommande pas de mettre les groupes, mais votre page publique, celle où vous donnez de l'information publique, on voit pas de problématique particulière par rapport à la page Facebook, parce que dans le fond, c'est un peu comme le site web, c'est une vitrine de votre organisme. OK, on se lance dans le 1.2. Renseignements à fournir. Ça a changé un petit peu dans les dernières années parce que c'était un petit bloc que à peu près 60% des organismes avaient oublié d'année en année selon ce que le CIS me disait. Donc, le ministère, en faisant le formulaire, l'a fait plus apparent. Donc, tout d'abord, ils font au niveau du ministère vraiment le lien avec notre convention PSOC. Convention qui commence à dater. Hein? On l'a signé en 2015. On est en 2020. C'est toujours la même convention qui s'applique. En même temps, nous, on l'a ressorti évidemment pour faire les liens, mais on vous invite des fois aussi à aller la reconsulter parce que vos obligations comme organisme sont indiquées dans la convention. Donc, tout d'abord, date des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires les plus récentes. Donc, c'est une petite mise à jour où vous les inscrivez. Dans le fond, elle date de quand les lettres patentes. Ensuite, date de l'adoption par l'Assemblée générale des membres des règlements généraux en vigueur. Souvent, d'Assemblée générale en Assemblée générale, on fait des modifications. Donc, on indique quelle date, dans le fond, la dernière fois qu'il y a eu des modifications aux règlements généraux. Puis, dans le fond, on vous rappelle que quand vous modifiez les règlements généraux, vous devez les faire parvenir au CIS, c'est dans notre convention. Donc, ça nous permet de faire notre appel à ce moment-là, de dire « Oups, mes règlements généraux ont changé, je le rajoute avec mon formulaire de mise à jour annuel. » Ensuite de ça, au niveau de la question 3, dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu une condamnation contre l'organisme ou une personne représentant de l'organisme? Oui ou non? Encore là, c'est lié à la convention PSOC et c'est vraiment une condamnation. Okay? S'il y a pour X raisons des poursuites, des ci, des ça, puis que l'organisme est condamné selon la convention PSOC,
on doit le faire connaître à notre bailleur de fonds. Si vous êtes en litige ou si on nous a souvent parlé des normes du travail, par exemple, il y a un litige, normes du travail, la plupart du temps, ce qu'on nous a toujours ramené, c'est qu'il y a habituellement, ça se règle à l'amiable par rapport aux normes du travail. Donc, c'est pas une condamnation. Fait qu'une condamnation, c'est quand il y a un verdict qui est posé par une cour contre une organisation ou une personne qui représente l'organisme. Fait que on n'est pas juste dans la question du litige ou dans la question d'un processus, mais c'est vraiment une condamnation. Fait que, tu sais, je mets l'emphase sur le fait condamnation parce qu'il faut vraiment que ce soit complètement terminé comme processus pour dire qu'on a eu une condamnation. Voilà, donc si oui, on explique la condamnation. Et ensuite, le point 4, dans la dernière dans la dernière année, indiquer si l'organisme a eu des contraintes majeures au maintien de ses activités. Contraintes majeures au maintien de ses activités, encore là, c'est quelque chose qui a mis en péril pour un certain temps les activités. Par exemple, un incendie, une inondation. Dans d'autres régions, on m'a dit une grève. Des fois, il y a des organismes syndiqués. Les organismes sont en grève, ça met en péril certains organismes. Donc, à ce niveau-là, on va l'indiquer. Puis c'est vraiment surtout les mesures prises pour aviser les participants, participantes, les partenaires, qu'est-ce qui a été fait par rapport au maintien des activités. Et là, on dit incluant une poursuite judiciaire contre l'organisme qui mettrait en péril les services et les activités. Encore là, on est dans la poursuite judiciaire et c'est super important de dire contre l'organisme qui mettrait en péril les services. Donc, des fois, il y a des poursuites, encore là, liées aux normes du travail, où il va y avoir un travail qui va se faire avec les normes, mais qui n'aura pas nécessairement d'impact ou de répercussion sur les activités. À ce moment-là, on n'a pas besoin de l'indiquer. C'est vraiment quand on sent que la contrainte ou la poursuite met en péril les services ou les activités, qu'il y a une interruption d'activité ou que l'organisme se met en hibernation, le temps de régler cette situation-là, ben là, on va parler, on va remplir ce carré-là. S'il arrive une situation XY qui fait que, bon, vous avez un événement ou en tout cas une situation à gérer, mais que les activités continuent à rouler dans l'organisme, vous n'avez pas à compléter ce carré-là. C'est vraiment quand on voit que le maintien des activités ou des services est mis en péril à cause de la situation qui est soit la contrainte majeure ou la poursuite judiciaire. Donc, j'arrête pour ce bloc-là. Peut-être, Maya, si j'ai vu qu'il y avait là, quelques questions qui étaient apparues dans le chat. OK, oui, je viens de débloquer mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Hugo? Oui, très bien. Parfait. Donc, une des questions qu'il y avait, c'est concernant le bloc 1. S'il n'y a pas de coordination, est-ce que le nom de l'adjointe peut être indiqué? Ben, je pense en fait que ce qui est plus important pour laisser, je vais quand même le prendre en note, mais c'est d'avoir une personne qui peuvent contacter. En même temps, il va avoir un numéro de président. Là, c'est une bonne question. Puis ça, peut-être qu'on pourra envoyer un petit courriel là, pour les réponses aux questions. Mais en même temps, je m'assurerai qu'il y ait au moins une personne qui soit mise pour rentrer en contact. Puis de toute façon, quand la nouvelle personne à la coordination ou direction sera nommée, ben faut informer de toute façon le 6. Fait qu'à ce moment-là, ça pourra être une mise à jour. Fait que si pour l'instant, c'est comme un intérim qui est l'adjointe administrative. Probablement que ça pourrait être une information à donner temporaire qui sera mise à jour quand il y aura une nouvelle coordination. Donc, par la suite, il y avait une autre question par rapport aux lettres patentes. Donc, dans le fond, dans le bloc 1.2, la question 1, est-ce qu'il faut seulement mettre les dates ou il faut joindre le document? J'imagine que c'est en lien s'il y a eu des modifications dernièrement. Oui. Ben, en fait, s'il y a eu des modifications aux lettres patentes, comme pour les règlements généraux, on doit les faire parvenir au 6. Ça fait partie, dans le fond, des obligations de la Convention. Il faut toujours nos documents liés au registraire des entreprises du Québec soient toujours à jour et nos règlements généraux. Donc, on écrit la date puis on le fait parvenir pour nous assurer que le dossier est à jour au 6. Ensuite, là, je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent. On va y revenir. Je vais y aller avec celles qui avaient déjà été nommées pour ne pas les manquer. Donc, à la question 4, est-ce que le manque de personnel rentre dans les contraintes majeures par rapport au maintien des activités?
Ben, en fait, ça dépend comment on veut l'amener, mais si on veut justement faire comprendre qu'on a des difficultés à combler les postes, que le rehaussement de financement est nécessaire pour réussir à être moins dans le roulement de personnel, effectivement, ça pourrait être des choses qu'on nomme pour faire connaître la situation. C'est sûr que c'est pas une contrainte majeure comme l'incendie ou l'inondation qu'on voit les gros problèmes, mais en même temps, si on comble pas les postes pour X raisons, le nommer, je pense que ça peut être même un effet un peu politique avec notre demande de financement. Tout à fait. Donc, il restait une ou deux autres questions. C'est en lien avec la question 4. Quand on parle de l'année financière qui s'est terminée, c'est quand on dit, dans le fond, dans la dernière année. Donc, est-ce qu'on parle de l'année 2018-2019 ou celle actuelle? Donc, j'imagine que ça serait C'est toujours dans la dernière année, donc c'est l'année passée. Donc, si en ce moment, là, on remplit le formulaire 2021, on donne les informations pour 19-20. Et de la même personne, il y avait qu'est-ce qu'une personne représentante de l'organisme? En fait, une personne représentante, c'est soit un membre du conseil d'administration qui parle au nom de l'organisme. Je dis pas nécessairement la présidence parce que des fois, dans les conseils d'administration, il y a des gens qui vont avoir des responsabilités particulières. Fait que c'est vraiment les personnes qui vont parler au nom de l'organisme. Donc, la présidence, des fois la direction, la coordination. Donc, vraiment les personnes qui sont en autorité dans l'organisme ou qui sont des représentants d'organismes avec des mandats précis qu'on va voir à ce niveau-là. Et la dernière question, c'était doit-on déclarer les sommes engagées dans le règlement si ce montant a mis en péril les activités de l'organisme? On n'a pas à le mettre nécessairement dans le carré du formulaire. Par contre, c'est sûr que vous êtes mieux d'indiquer de toute façon dans le rapport d'activité, il devrait y avoir un paragraphe sur les situations ou en tout cas d'informer le 6 par lettre. Ou ça, c'est sûr qu'il faut qu'on tienne notre bailleur de fonds informé, mais moi, je n'utiliserai pas le formulaire pour indiquer ces sommes-là. Je le ferai de façon plus officielle par lettre ou dans le rapport d'activité selon l'incidence que ça peut avoir sur l'organisme. Puis, on avait un commentaire, le groupe de Sainte-Julienne, par rapport à la première question. Allô, oui! Ça a bien été, les fêtes. Oui! OK. Donc, il faisait un commentaire, là, justement, par rapport au fait qu'elle ne porte pas le titre de coordination, mais qu'elle se met comme responsable, justement, puis le nom du président. Donc, effectivement, là, c'est la manière de faire si vous n'avez pas ce titre-là. En fait, c'est pour ça aussi que le ministère a inscrit nom de la dirigeante principale ou du dirigeant principal. Ils n'ont pas utilisé le terme coordination ou direction pour que je dirais que ça fit en fonction des différentes façons que les organismes vont nommer leurs personnes responsables. Mais c'est vraiment des personnes en autorité dans l'organisme qui ont des décisions à prendre et qui ont le lien avec le conseil d'administration qu'on va mettre là. Fait que c'est pas tant le titre de coordination, direction ou responsable qui est important, mais c'est vraiment la personne qui joue ce rôle-là. Donc, voilà, ça faisait, selon moi, je pense pas avoir oublié de questions jusqu'à maintenant. Parfait. Donc, ça va pour passer au prochain bloc. Il semble que oui, je vois des oui dans les vidéos qui sont allumées. OK. Bloc numéro 2, conseil d'administration. Le tableau a changé, contrairement aux autres années où on devait indiquer la provenance des membres du conseil d'administration et tout. Donc, on inscrit le nom des administrateurs, des administratrices, numéro de téléphone pour rejoindre. On m'a téléphoné pour savoir pourquoi maintenant on demande le numéro de téléphone. J'ai fait parvenir un courriel. En fait, j'ai l'impression que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, en cas de pépin administratif, pouvoir rejoindre quelqu'un au nom de l'organisme. Et c'est arrivé par le passé que des organismes vivent des situations et la coordination et la présidence n'étaient pas rejoignables pour X raisons. Et là, il n'y avait plus de contact avec l'organisme. Donc, la seule façon que le CIS avait d'un peu rentrer en contact, c'est d'arrêter le financement. Et ça avait provoqué des particularités. Donc, j'ai l'impression que le numéro de téléphone, c'est vraiment pour pouvoir entrer en cas de situation particulière. Je pense pas que le CIS va utiliser les numéros de téléphone pour valider que les personnes sont bien membres d'un conseil d'administration, là. Je pense qu'il faut juste faire attention de ne pas tomber dans cette façon-là de voir. Puis, c'est vraiment indiqué
vous pouvez mettre l'astérisque pour les numéros de téléphone confidentiels. Donc, moi, j'utiliserais l'astérisque sans difficulté pour justement faire comprendre qu'on souhaite que ce soit vraiment des cas d'urgence qui soient utilisés. Donc, ça, le ministère, dans son formulaire, l'a bien indiqué. Et ensuite, fonction au conseil d'administration, c'est vraiment les titres. Présidence, vice-présidence, secrétaire, trésorier, représentant, représentante des travailleurs, travailleuses, administrateur, administratrice. Donc, c'est vraiment les fonctions reliées aux règlements généraux. Et si vous avez des postes vacants, parce que des fois, mettons, dans vos règlements généraux, dit on a 7 membres, puis il y en a 5 actifs pendant où on remplit notre formulaire, on inscrit qu'il y a poste vacant. Numéro 1, par exemple, vous avez 7, vous rentrez les 5 premiers noms, puis c'est 7, vous metteriez vacant tout simplement pour montrer que votre CA est comblé de cette personne. Et encore là, on m'avait informé au 6 qu'il y a beaucoup d'organismes qui, quand ils remplissent leur formulaire, entre ce qui est indiqué dans le formulaire puis les règlements généraux, souvent, ça ne concorde pas. Donc, peut-être aussi de penser à s'assurer que les règlements généraux soient à jour parce que ça, dans le fond, c'est pas une responsabilité du 6, c'est une responsabilité qui est liée au fait qu'on est sous la loi des compagnies, hein, la partie 3 des compagnies qui fait qu'on est un organisme à but non lucratif. Une des tâches qu'on a par rapport à ça, c'est de s'assurer qu'au registraire des entreprises du Québec, tout notre dossier est à jour et que nos règlements généraux sont à jour aussi. Ensuite, on a trois questions qui sont encore là liées soit à la Convention PSOC ou à la Loi sur la santé et des services sociaux. Les personnes qui composent le CA sont-elles majoritairement des personnes utilisatrices des services de l'organisme ou des membres de la communauté que l'organisme dessert? En fait, ça, c'est un lien avec l'article 334 et 335 de la Loi sur la santé et des services sociaux qui dit que le ministère peut financer des organismes qui sont pilotés par des conseils d'administration majoritairement composés de personnes utilisatrices ou de communautés que l'organisme dessert. Donc, évidemment, il faut le voir au sens large. Par exemple, à la Troquelle, j'essaie des fois de vous illustrer. À la Troquelle, nous, on regroupe des organismes communautaires autonomes de la région de la Naudière. Donc, notre conseil d'administration est composé exclusivement de personnes utilisatrices des services. C'est les organismes qui utilisent les services. Donc, on répond bien. Par le passé, hein, on avait des représentants parfois d'organismes qui parlaient au C3S et tout. Donc là, on était dans les membres de la communauté que l'organisme va desservir aussi. Donc, il faut le voir au sens large, mais effectivement, il faut garder ce lien-là comme organisme communautaire en santé et services sociaux. Si vous sentez que non, c'est pas majoritairement, à ce moment-là, expliquez qu'est-ce qui amène ça. Des fois, il y a des missions qui peuvent peut-être l'amener. Et par rapport à cette question-là, n'hésitez pas à faire appel à la Troquelle. Hein, si vous voulez qu'on discute de cet aspect-là, on peut travailler avec vous cette question-là. Quand je dis on peut travailler avec vous cette question-là, c'est pas la question dans le formulaire, mais la question de la composition de votre conseil d'administration. C'est des choses qu'on peut discuter avec vous. Et ensuite, dernière question du bloc 2. Confirmez-vous que votre CA est indépendant du réseau public provincial, fédéral ou municipal? En fait, vous le savez, hein, la Troquelle a travaillé fort dans les 2 dernières années par rapport à cette question-là, parce que c'est le 8e critère de l'action communautaire autonome, avoir un CA indépendant du réseau public. Puis, dans le provincial, ça inclut évidemment le scolaire. Donc, est-ce que vous avez des postes réservés à des personnes qui travaillent dans le réseau public? Oui, vous expliquez, non, vous expliquez. Dans le fond, tout simplement, l'idée, c'est l'action communautaire autonome avec cette question-là. On veut s'assurer que les CA sont indépendants du réseau public. Et c'est même, dans le fond, un des critères de notre convention PSOC. Donc, c'est ce qui termine le bloc 2 du formulaire. Maya, je serai prêt pour les questions. Oui, j'y vais avec ça. J'ai juste 2 secondes. OK. Donc, il y avait une question par rapport, j'imagine que c'est par rapport au numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, peut-être juste le spécifier. Est-ce qu'on peut mettre seulement les sympathisants parce que ça peut causer un stress pour les membres actifs? Donc, j'imagine que c'est par rapport au numéro de téléphone, si j'ai bien saisi la question.
En fait, ça risque que c'est quand même un changement. Nous, ce qu'on pourrait... en fait, ce que je vous recommande, c'est en envoyant votre formulaire, de mettre une lettre qui accompagne. Puis si vous avez un malaise par rapport au numéro de téléphone, moi, je l'inscrirai dans la lettre, puis j'expliquerai un peu la raison qui le permet. Donc, à ce niveau-là, là, moi, je le ferai dans la lettre, l'explication de pourquoi on n'a pas mis de numéro de téléphone. Puis, je suis convaincu qu'avec des justifications liées justement à la confidentialité, au respect des personnes, qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Puis, sinon, c'est la première fois qu'on demandait la question du numéro de téléphone, ben, on pourra travailler avec le CIS comme Troquel là, dans la prochaine année par rapport à cette question-là. Ensuite, il y avait une question par rapport au fait, si on a 2 délégués jeunes sur le conseil d'administration, est-ce qu'on doit les inscrire? Ils n'ont pas de fonction nécessairement trésorier ou tout ça, mais selon moi, c'est des administrateurs, administratrices. Hein, donc, ben oui, absolument. C'est la question, voilà. Puis, dans le fond, dans les fonctions au CA, ça peut être indiqué représentant jeune, représentante jeune, sans problème. Donc, ensuite, on avait une question si notre bâtiment appartient à la ville. La question est apparue quand on parlait de la question que le CA est indépendant du réseau public. Oui, dans le fond, peu importe les raisons, il faut vraiment que le CA soit indépendant du réseau public. Fait qu'à ce moment-là, si on a des représentants à cause de situations particulières comme ça, ben, je vous ramène au cadre de gestion du PSOC qui rappelle l'importance de l'indépendance du réseau public parce que ça peut mettre en péril, dans le fond, le financement PSOC. Et l'autre chose, ben encore là, c'est une question où n'hésitez pas à rentrer en contact avec la Troquel. On va pouvoir vous accompagner par rapport à cette question-là. Mais dans le fond, pour continuer à avoir du PSOC, il faut vraiment que la question du CA indépendant soit respectée. Mais que le bâtisse appartienne à la ville ou non, ça n'a pas d'importance à ce moment-là. C'est vraiment par rapport à la composition du conseil d'administration. Exactement. Ensuite, on avait une question par rapport à la communauté que dessert l'organisme. Je nomme l'organisme, là, c'est Roland Gauvreau, parce que dans sa question, c'est plus spécifique. Donc, quand on parle de communauté que l'organisme dessert, dans notre cas, personne itinérante ou la région de la Nodière? Ben, en fait, nous on a toujours vu la communauté comme au sens large. Il y a une communauté qui s'implique dans l'organisme. Donc, on le voit de la région de la Nodière. Fait que, oui, on souhaite qu'au conseil d'administration, il y ait des personnes qui aient vécu la situation, qui puissent en parler, qui, dans le fond, avec tout ce qui est vécu. Donc, moi, je le verrais au sens large et non pas au sens très pointilleux. Je poursuis. Il y a plusieurs questions qui sont apparues. Est-ce que les bénévoles qui sont sur le CA font partie de la communauté? Encore là, avec une vision large, en général, oui. Puis surtout, des bénévoles, c'est des gens qui contribuent dans une organisation. Fait qu'effectivement. Ensuite, si un membre de CA est sur un comité de conseil d'établissement, j'imagine, là, est-ce dépendant du réseau public? Ben, en fait, il faut toujours le voir. Est-ce que c'est un poste qui est réservé à quelqu'un du réseau public? Donc, je vais faire le parallèle en santé et services sociaux. Par exemple, une infirmière qui aurait un enfant qui fréquente une maison de jeunes, cette infirmière-là décide d'aller sur le conseil d'administration dans le but de contribuer à sa communauté. À ce moment-là, dans un contexte comme ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste s'il y a un lien particulier entre un lieu décisionnel et l'organisme. Donc, par exemple, un centre d'alphabétisation qui n'est pas financé au PSOC, qui verrait quelqu'un du conseil d'établissement siéger sur son conseil d'administration parce qu'il y aurait un siège réservé, là, on aurait la problématique. Mais si c'est vraiment dans le but de soutenir la communauté, puis que, dans le fond, il faut le voir aussi, est-ce que la personne est salariée par le réseau public pour être sur le conseil d'administration? Si c'est pas le cas, ben effectivement, là, on n'est pas dans cette dynamique-là. Ensuite, j'avais concordance entre les règlements généraux et la charte. Ben, en fait, ça, c'est un défi que je sais que le CIS a affronté l'année passée avec les organismes. Dans le fond, la charte, ben, on va avoir la mission, on va avoir le nom de l'organisme, on va avoir la composition, le nombre de personnes du conseil d'administration. Puis, entre la charte et les règlements généraux, il y a souvent eu des problèmes
ou l'organisme, mais ça concordait pas. Fait que là, le 6 revenait à la charge en disant, ben, entre ce qu'on voit dans vos lettres patentes puis vos règlements généraux, il y a un travail de concordance à faire. Puis des fois, il y a aussi un travail de concordance. Il faut pas oublier de mettre à jour notre registraire des entreprises du Québec. On doit le faire une fois par année avec le 35 $ qu'on doit payer. Ben, des fois, le 6 faisait face à des situations où, entre la charte, les règlements généraux, puis ce qui était retrouvé sur le registraire des entreprises du Québec, on avait 3 affaires complètement différentes. Ça devrait pas avoir lieu. On devrait avoir une cohérence entre l'ensemble des documents. Puis je vais revenir à une autre question, mais je fais le lien à la question que tu viens répondre, Hugo. Je pense qu'il y a un commentaire, donc, pour ne pas perdre notre numéro de charité si nous changeons notre charte. Question de mots. Ben exactement. Fait qu'à ce moment-là, la charte est changée. On assure que les règlements généraux concordent avec la charte qui a été modifiée pour justement le numéro de charité. Ça, on l'a vu quand même assez fréquemment, les changements qui doivent être opérés. Puis là, après ça, ben on fait parvenir le taux 6 pour s'assurer que notre dossier, dans le fond, est complet. Et la dernière question, c'est si nous avons une organisatrice communautaire qui assiste au CA sans être votante et sans que ce soit à long terme, doit-on l'inscrire? En fait, c'est pas un administrateur ou une administratrice, donc c'est vraiment un accompagnement qui est fait au niveau du conseil d'administration. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'inscrire parce que c'est pas un siège au niveau du conseil d'administration. Exactement. Donc, selon moi, j'ai fait le tour des questions. S'il y a quelque chose, vous pouvez l'écrire. Sinon, on poursuit. Puis si vous avez des questions là, qui surviennent en cours de route, vous pouvez toujours les rajouter. Là. Moi, ça fait le tour, Hugo, pour les questions. Parfait. Donc, on arrive au bloc 3 du formulaire, renseignements liés à la demande 2020-2021. Donc, ça aussi, ça l'a quand même passablement changé. 3.1, on parle du rehaussement du soutien financier accordé pour la mission de l'organisme. C'est vraiment une résolution qu'on peut prendre telle quelle avec notre conseil d'administration, considérant que le soutien financier du PSOC constitue un appui à la réalisation de la mission. L'organisme a reçu un montant en soutien à la mission globale pour l'année 19-22. Et là, on doit indiquer le montant du PSOC et il y a plusieurs organismes qui ont eu des rehaussements l'année passée. Le rehaussement est arrivé en décembre. Il faut additionner le montant. Il faut vraiment que le montant qui est indiqué à la ligne du financement 19-20 comprenne l'ensemble du financement PSOC à la mission globale. Donc, le montant qu'on a reçu par versement avril, juillet, octobre, janvier, plus le rehaussement qui a été donné le cas échéant. Donc, on indique ce montant-là à la ligne. Ensuite, on a le reste de la résolution et on demande quel est le montant de rehaussement demandé à titre de contribution du PSOC à la réalisation de la mission de l'organisme. Donc là, c'est un peu différent des autres années parce qu'avant, on demandait le montant total. Là, ce qu'on demande, c'est quel est le montant du rehaussement. Fait que, par exemple, l'organisme a 50 000 qui a écrit à 19-20, puis il se dit, j'aurais besoin pour bien réaliser ma mission de 250 000 $. Mais le montant qu'on va voir là, ça va être 200 000. Le 50 000 qu'on a déjà et le rehaussement qu'on veut, c'est 200 000. Fait qu'il y a nulle part où le total du 250 va apparaître. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir quelques erreurs là, étant donné qu'on n'était pas habitué à travailler comme ça. Donc, premier chiffre qu'on met, c'est ce qu'on a actuellement. Et le deuxième chiffre, c'est le montant de rehaussement demandé. Donc, c'est la différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on veut recevoir. Et là, vous voyez la note. Ce montant peut être de 0. Si l'organisme ne veut pas de rehaussement, dans le fond, ils peuvent inscrire 0. Mais il y a comme un petit changement par le passé. Avant, si l'organisme ne demandait pas de rehaussement, il n'était pas indexé. Finalement, avec le Conseil du Trésor, on a réussi à faire changer cette règle-là. Fait que si un organisme ne demande pas de rehaussement, va quand même voir sa subvention indexée, à moins qu'il demande de ne pas avoir d'indexation. Que je ne vous recommanderais pas. Donc, j'arrêterai là, voir s'il y a des questions tout de suite pour le bloc 3.1. Je parlais sans avoir ouvert mon micro. En fait, il y a 2 questions. Que fait-on avec le seuil plancher? Ben, en fait, nous, on vous remet toujours le seuil plancher comme un montant potentiel que vous pouvez demander. Il y a des organismes qui demandent le seuil plancher, mais en même temps, ce qui est important de vous rappeler, c'est avec le seuil plancher, après ça, on va justifier, dans le fond, ce qu'on ferait avec le montant.
Fait que, par exemple, si votre seuil plancher, puis là, je vais dire un chiffre qui sera pas exactement le bon, mais mettons que milieu de vie, c'est 450 000, on reçoit 200 000, puis qu'on veut, dans le fond, le montant du seuil plancher, bien, on va mettre la différence pour atteindre le seuil plancher. Donc, le seuil plancher pourrait être vu comme le montant total qui est demandé et on fait, dans le fond, entre ce qu'on reçoit, on écrit le montant de rehaussement, puis après ça, on justifie. C'est sûr que pour nous, c'est important de vous dire que le seuil plancher est vraiment une balise pour vous rappeler que vous avez le droit de demander ça. Il y a des organismes qui demandent plus que le seuil plancher. Il y a des organismes qui, quand ils ont fait l'analyse de leurs besoins, demandent un petit peu moins. Nous, ce qu'on répète tout le temps, c'est de demander vraiment en fonction de vos besoins qui peuvent atteindre les seuils planchers et les dépasser. Parce que dans le passé, il y avait des organismes qui disaient « Ah, je suis mal à l'aise de demander le seuil plancher, c'est des gros montants, on n'est pas habitué à ces montants-là, on n'est pas trop sûr. » Mais nous, comme Troquel, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a aucun problème à demander le seuil plancher. Au contraire, puis même le seuil plancher, on travaille avec des moyennes de salaire. Il n'y a pas de problématique à demander le seuil plancher ou plus, mais c'est d'y aller en fonction des besoins que l'organisme identifie. Donc, en fait, je crois, Hugo, que ça répondait là, à la question qu'il y avait en dessous, si on avait avantage à demander, aurait-on pas avantage à demander ce que nous devrions recevoir selon notre catégorie de seuil plancher? Donc, je pense que tu viens quand même de bien l'expliquer. Il y avait une autre question concernant l'indexation. Donc, est-ce que le montant doit inclure l'indexation? On fait référence au troisième considérant là, de 3.1 et la personne indiquait nous avons l'habitude de demander le montant qu'on a déjà, plus ce qui nous manque, plus le montant de notre entente spécifique qu'on considère qui devrait être à la mission. Est-ce que c'est correct comme ça? Ben oui, c'est tout à fait correct d'additionner les montants. Puis, dans le fond, ce qui change avec ce formulaire-là, c'est que l'indexation va être versée peu importe le montant qui est demandé. C'est parce qu'avant, la problématique, c'est qu'il y a des organismes qui ne demandaient pas de rehaussement. Donc, parce qu'ils n'avaient pas demandé plus qu'ils avaient déjà reçu, ne recevaient pas l'indexation. Puis ça, ben, c'est une problématique parce que on ne sait même pas le taux d'indexation. Fait que les organismes disaient, je peux pas demander l'indexation, je sais pas le taux de l'indexation. Fait qu'on a corrigé ce problème-là, mais de la façon que c'est expliqué, en additionnant entre ce qui est reçu, ce qu'on aurait de besoin pour réaliser notre mission, les ententes, puis l'indexation, c'est vraiment parfait. Je passe 2 questions, mais j'y reviens là, parce que là, je fais un lien avec ce qui vient d'être amené. Est-ce que nous utilisons le seuil plancher de notre typologie actuelle ou selon notre demande de reclassement? Selon la demande de reclassement. Okay. Ensuite, oui, question intéressante sur est-ce qu'on doit tenir compte du 80%, tu sais, 80-20 en fait, contribution de l'organisme 20%. Est-ce que c'est le montant optimal pour permettre le bon fonctionnement? Ben, en fait, on vous recommande de pas en tenir compte, le 80-20. Ça, oui, on le retrouve dans le cadre de financement, puis c'est une mathématique pour le réseau public. Mais nous, on pense que ce qui est important, c'est vraiment d'indiquer le montant qui est nécessaire pour la réalisation de la mission. Ensuite, il y avait un commentaire, une personne qui est nouvellement directrice dans un organisme, savoir où trouver le montant du seuil plancher. J'ai pris l'organisme en note. Je vous fais parvenir, en fait, les documents pertinents qui peuvent même vous aider là, à faire l'évaluation de vos besoins avec les seuils. Oui, absolument. Puis ça, ben, dans le fond, ça a été envoyé en décembre. Tous les organismes ont reçu le document avec les seuils planchers indexés pour l'année, puis avec les grilles aussi pour pouvoir travailler au niveau du montant qu'on veut demander. Okay. Donc, j'ai 2 personnes, en fait, je pense qu'ils demandent. Donc, je vais m'assurer de faire le suivi. Attendez, je vois des nouvelles. Ça, c'est répondu. Si nous avons le montant du transport seulement en entente spécifique pour cette année, est-ce que nous en tenons compte? En fait, il faut toujours se demander si vous voulez que cette entente spécifique-là devienne du financement à la mission. À ce moment-là, oui, vous pouvez en tenir compte. Si par contre, vous préférez que ça demeure en entente spécifique parce que pour X raison qui fait que vous ne voulez pas l'intégrer dans la mission globale, à ce moment-là, vous n'avez pas à en tenir compte. Puis, en même temps, avec l'entente spécifique, dans l'entente que vous avez signée, c'est quand même demandé d'envoyer une fois par année
une résolution qui rappelle, dans le fond, cette entente-là. Ben, à ce moment-là, si vous ont dit que vous l'auriez en mission l'année prochaine, ben moi, j'en tiendrai compte dans le montant que vous demandez de l'ajuster pour ajouter le montant de l'entente spécifique. Donc, ça fait le tour des questions. J'ai pris en note les 3 groupes qui voulaient qu'on renvoie le document sur les seuils. Oups, c'est une autre question qui vient d'apparaître. Question pointue. Nous avons des revenus du bingo, soit de l'autofinancement. Je soustrais de mon montant de rehaussement. Ben, en fait, par rapport à l'autofinancement, c'est sûr que là, ce qu'on veut savoir, c'est le montant que vous voulez demander au PSEC. Fait que, si demain matin, le bingo disparaît, que vous n'avez plus ces revenus-là, ben, est-ce que c'est des revenus qui sont ponctuels dans les activités ou vous avez besoin de cet argent-là pour réaliser votre mission? Si vous vous dites, j'ai besoin de cet argent-là pour réaliser ma mission, à ce moment-là, on l'additionne dans le montant que vous demandez au réseau public. Parce que dans le fond, c'est un peu en lien avec le sous-financement. Parce qu'on n'est pas financé à la hauteur de notre mission, ben on va aller chercher d'autres montants, mais le jour où le montant disparaît, ben c'est sûr que ça fragilise l'organisme. Donc, autant le mettre clairement dans le montant qu'on demande. Donc, je crois que ça faisait le tour des questions. Parfait. On tombe au bloc 3.2, qui est l'explication du rehaussement du soutien financier. En fait, la question a changé. Si vous vous souvenez, l'année passée, là, il vous demandait de faire des stratégies, puis des actions, puis de la façon que c'était libellé, on s'éloignait énormément du financement à la mission globale. On sentait que le ministère, le CIS, voulait acheter des activités ou des services. Donc, on est sorti de cette réalité-là. Ce qui est indiqué, c'est le CA est invité à expliquer l'utilisation prévue du rehaussement demandé. Donc, c'est vraiment pour faire le lien avec le montant qui est demandé. Fait que, par exemple, si vous recevez 100 000 $ de financement PSEC, vous en demandez 100 000 supplémentaires, bien, vous justifiez dans ce carré-là le 100 000 supplémentaires. Pas ce que vous faites déjà, mais ce que vous feriez avec le financement supplémentaire en fournissant les renseignements qui permettent une compréhension claire des 3 énoncés. Donc, les besoins de l'organisme qui pourraient être répondus avec le rehaussement récurrent demandé, l'utilisation qui serait faite du rehaussement récurrent demandé pour permettre de réaliser la mission. L'idée, c'est vraiment de faire le lien avec la mission qu'on veut réaliser, puis la démonstration des besoins de l'organisme qui pourraient être répondus avec le rehaussement. On s'entend que c'est une roue qui tourne, là. T'sais, on est dans démontrer les besoins. À ce moment-là, avec cet argent-là, les besoins qui pourraient être répondus, puis ces besoins-là, ben, ils nous permettent de réaliser la mission. Moi, je vous dirais, partez du 3e picot vers le premier, vers le 2e. La suite est plus logique. Donc, on démontre les besoins. Par exemple, si je fais le lien avec la troquelle, un des besoins qu'on remarque, c'est plus de formation. Les groupes nous demandent de la formation. Donc, ben, avec un rehaussement de financement, ben, on pourrait travailler davantage de formation. On pourrait créer des nouvelles collaborations avec différents partenaires pour offrir plus de formation. Mais on va démontrer le besoin. Ensuite de ça, le besoin de l'organisme qui pourrait être répondu, ben, on parle des formations qui pourraient être mises en place. Puis, l'utilisation qui serait faite du rehaussement pour permettre à l'organisme de réaliser sa mission. Le 3e picot de notre mission, c'est d'offrir de la formation aux organismes communautaires. Donc, on va faire le lien. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre nos besoins, comment on pourrait y répondre, puis la mission de l'organisme. Avant, vous vous souvenez, il y avait le 400 mots minimum. Là, on n'a plus de mots minimum, sauf que ce qu'on vous recommande, c'est quand même de prendre le temps de bien inscrire. Puis c'est un moment aussi pour vendre un peu l'organisme puis de montrer les réalisations qui pourraient être faites. Ce qu'on vous suggère, c'est juste pas tomber dans de la marchandisage d'activités ou de services, puis pas nécessairement non plus de chiffrer. On n'est pas dans une étape où on va offrir 5 ateliers de plus qui vont coûter 12 000 $, puis là, on commence à tomber dans une série de chiffres et tout. Mais c'est vraiment d'y aller au global, dans la vision de la mission de votre organisme, puis qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces sommes supplémentaires-là. Parce qu'évidemment, ben ça fait partie. Après ça, quand vient le temps de fournir des rehaussements, oui, nous, on travaille fort que le cadre de gestion soit, pas le cadre de gestion, le cadre de financement soit le principal outil. Mais en même temps, ben, ces justifications-là permettent aussi de continuer à faire notre travail comme Troquel aussi dans les représentations, puis même le CIS aussi
de permettre de faire des représentations au ministère là, pour les montants de rehaussement. Il y avait Hugo, est-ce que tu avais terminé? Je peux y aller avec les questions. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut inclure les besoins de personnel, hausse de salaire, etc.? On vous recommande fortement d'en parler dans la justification. Puis, tu sais, toute la question des conditions de travail qu'on veut offrir de meilleures conditions de travail. On sait, là, on le voit de plus en plus, que les organismes sont confrontés au manque de personnel, à la difficulté de combler les postes. Ben moi, je pense que ça peut être utilisé très politiquement, ce formulaire-là, pour parler de la question des conditions de travail. Donc, on vous recommande fortement, chaudement de le faire. Ça fait le lien, là, on parlait, une autre personne a rajouté assurance collective, REER, donc de parler de tous ces avantages. Tout ça. Absolument. Ensuite, on a une question, est-ce qu'on peut répondre sous forme de tableau? Est-ce que ce sera accepté? Ben, ça dépend comment le tableau est fait. Si c'est pour faire différentes catégories par rapport aux besoins, l'utilisation qui est faite, ben, dans le fond, vous êtes quand même libre d'utiliser la forme que vous voulez. Mais juste, dans le fond, assurez-vous de répondre là, aux 3 picots dans la façon que vous allez bâtir le tableau, mais il n'y a pas de prescription exacte de forme. Ensuite, oui, il y avait un commentaire, on a moins d'espace pour tout écrire. Effectivement, on n'a plus le minimum de 400 mots, mais il y a un maximum d'environ 500 quelques mots. Mais rien n'empêche de mettre un annexe, hein, Hugo, de rajouter si vous voulez aller plus loin dans vos explications. Exactement, parce que là, comme c'est un format PDF maintenant, ben la ligne grandit pas. Donc, si dans ce carré-là, vous n'avez pas assez de place pour toute votre justification, nous, on vous recommande de déterminer en disant fin dans l'annexe. Puis à ce moment-là, vous pouvez compléter avec une feuille supplémentaire ou 2, et là, vous le rajoutez à votre formulaire. C'est vraiment la recommandation qu'on vous fait. Donc, ça faisait le tour des questions pour ce bloc-là. On arriverait donc au bloc 4, qui est la résolution concernant le formulaire de demande de soutien financier. Donc, c'est la résolution que vous avez pris à votre rencontre de conseil d'administration. Donc, nom de la personne, de l'administrateur ou de l'administratrice qui a fait de la proposition, le nom de la personne qui a appuyé, adopté au cours d'une réunion, vous avez la date à inscrire, et ensuite le montant du rehaussement qui est demandé. Évidemment, ce qui est indiqué, c'est que ça doit être le même numéro, le même chiffre qu'en 3.1. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils s'inscrivaient automatiquement le chiffre, mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, on a juste à indiquer le même. Signé A, c'est le lieu. Habituellement, c'est la ville où c'est venu le conseil d'administration. La date, signature de la présidence, secrétaire. Puis là, en bas, il y a une note. Si c'est pas présidence, secrétaire, mais que vous avez délégué 2 autres personnes pour signer le formulaire, ben à ce moment-là, faites juste inscrire que c'est les personnes qui ont l'autorisation. Puis ensuite, la fonction de la personne qui a complété le formulaire. Souvent, si c'est un adjoint, une coordination, une direction, ben à ce moment-là, c'est la personne qui a complété. On écrit la fonction, le nom de la personne et sa signature. Il y avait une question, Hugo, par rapport à la signature. Est-ce qu'on peut utiliser une signature électronique dans le formulaire pour l'envoi par courriel ou doit-on faire signer et numériser? Ben, sérieusement, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, je ne sais pas. Si c'est possible de mettre une signature électronique puis que c'est votre fonctionnement dans l'organisme, ben vous pouvez, mais je pense que c'est pas possible à cause du format PDF. Fait qu'à ce moment-là, il va peut-être falloir qu'il soit signé à main. Et effectivement, vous pouvez le numériser puis maintenant l'envoyer par courriel au 6. Puis par rapport à ça, Maya, tu as une information, hein? Il y a un courriel particulier qu'il faut utiliser pour envoyer le formulaire. Ça, c'était dans la lettre qui accompagnait le formulaire. Oui, tout à fait. Donc, vous avez reçu la lettre là, qui accompagnait le formulaire. Puis, au verso de la lettre, à la page 2, là, c'était bien indiqué. Bon, il y a l'adresse par la poste. Si vous voulez l'envoyer par la poste à Valérie Lantagne avec la bonne adresse, là, s'assurer de prendre l'adresse sur la rue de la Valtrie. Et sinon, à l'adresse courriel suivante, qui est le psoc.6lan à commercial sss.gouv.qc.ca, mais vous l'avez sur la lettre. Donc, juste bien prendre cette adresse-là pour le faire suivre. Je vois, recommandez-vous l'envoi par la poste ou l'envoi électronique ou les deux?
En fait, moi, je dirais c'est ce que vous êtes le plus à l'aise, mais peut-être juste vous assurer, dans le fond, que vous avez reçu, tu sais, que le CIS a bien reçu votre demande en demandant un accusé de réception ou à ce moment-là, par la poste, une petite vérification. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de recommandation particulière de la Troquelle par rapport à ça. Plutôt de s'assurer que le CIS a bien reçu votre demande, c'est ce qui est le plus important. Puis je vois là en bas, on peut utiliser la signature électronique dans le PDF. Est-ce correct à ce moment? Si vous avez la méthode puis que vous êtes déjà vous travaillez déjà de cette façon-là, ben il n'y a pas de problème. L'important, c'est que ça respecte vos processus démocratiques et administratifs. Je rajouterais peut-être quand vous l'envoyez par courriel, peut-être imprimer, tu sais, que le fait, l'envoi, tu sais, le fait qu'il ait été envoyé avec la date, peut-être le mettre à votre dossier là, comme preuve comme quoi le courriel a bien été envoyé. C'est juste un moyen de plus là, de s'assurer d'avoir ça au dossier. Absolument. Donc, je voyais apparaître Sylvie, je suis la directrice générale, bénévole et aussi dans le CA comme secrétaire trésorière. Est-ce que ça peut donner des problèmes? Ben, au niveau des signatures, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser d'autres membres de conseil d'administration. Par exemple, ça va être la présidence, la vice-présidence. Puis à ce moment-là, vous, comme directrice générale bénévole, vous faites, dans le fond, la fonction de la personne qui a complété le formulaire. Assurez-vous, dans le fond, que ce soit 3 personnes différentes qui signent. Sinon, je crois que ça faisait le tour des questions. Donc, en fait, un gros merci pour votre participation au webinaire pour le formulaire PSOC. On espère que vous allez avoir plus de facilité à le remplir que le formulaire des autres années. Il y avait une question qui vient d'apparaître à travers les merci. Oui. Si on voulait recevoir une copie, la troquelle du formulaire. Du formulaire PSOC. Ben, en fait, ce qu'on souhaite surtout recevoir cette année, c'est que oui, vous pouvez nous faire parvenir, surtout sur la question des justifications. Nous, plus on peut prendre considération des justifications, vous pouvez nous faire parvenir, mais ce qui est très, très important, si vous vous souvenez, on vous a demandé la résolution du montant que vous demandez. Ça, cette résolution-là est importante pour nous pour réussir à faire le chiffre, dans le fond, des demandes qu'on a dans le mouvement communautaire autonome Ladaudois. Fait que ce qui est le plus important en ce moment, c'est le montant demandé. Si vous avez envie de nous transmettre le formulaire pour qu'on puisse voir votre justification du montant demandé, ben à ce moment-là, vous pouvez nous faire parvenir. Nous, ça va nous permettre de continuer à documenter l'importance du rehaussement du financement. Il y a une autre question qui est apparue. On revient au 1.2, le point 4. Est-ce que le manque de place peut être inscrit là et le refus des membres car trop de monde sur place? C'est le fait que l'organisme doit refuser des membres. Ben oui, ça peut être indiqué là. Tout à fait. Et est-ce que le webinaire est enregistré? Oui, le webinaire est enregistré. Est-ce qu'on va y avoir accès? Parce qu'une personne a manqué l'introduction. Oui, mais en fait, on va essayer de le mettre sur YouTube. Là, ça devrait fonctionner. Et moi, je vous invite, si jamais, là, malgré le webinaire, vous avez des questions en remplissant le formulaire, ça peut arriver, là, vous le remplissez, puis il y a quelque chose qui pop, mais gênez-vous pas pour nous appeler à la troquelle. Évidemment, on est là aussi pour répondre à vos questions à ce niveau-là, sans problème. Puis de toute façon, on peut rester connecté jusqu'à 11 heures. Là, si vous avez une petite question, sans problème, on peut y répondre. Sinon, ben, un gros merci pour votre participation. C'était notre plus gros webinaire de l'existence de la troquelle. Souhaitons-nous-en d'autres avec plein de personnes partout dans la Naudière connectées. Bonne journée tout le monde!